Dans les 6 dernières années, j'ai accompagné plus de 3000 freelances et agences dans leur prospection, que ce soit au démarrage pour trouver leurs premiers clients ou même dans leur scaling pour accélérer leurs ventes. Et de toutes ces expériences, j'ai relevé 12 points pour t'aider à optimiser ta prospection et accélérer tes ventes. Et je vais te partager ces 12 points dans cette vidéo. Avant de démarrer, si tu as besoin d'aide dans ta prospection, je t'ai préparé deux choses. La première, c'est le pack prospection spécial site web que tu vas trouver ci-dessous en description gratuitement. C'est un pack dans lequel je t'ai mis des outils qui t'aideront à prospecter, notamment une liste des 100 niches à fort potentiel si tu veux vendre des sites web et également d'autres outils qui te permettront de mieux approcher tes prospects. Vraiment, tu verras si tu es en mode prospection, ça va beaucoup t'aider. Et la deuxième chose que j'ai pour toi, c'est également en description un lien par lequel tu peux prendre rendez-vous avec mon équipe et moi-même pour qu'on puisse parler de ta prospection, de ton offre et qu'on voit comment est-ce qu'on peut t'aider à aller chercher tes prochains clients plus rapidement. Tout ça, c'est gratuit, c'est ci-dessous. Et maintenant, on passe aux 12 points pour accélérer ta prospection. Alors, garde bien en tête que ces 12 points, c'est pas forcément des vérités universelles, mais c'est vraiment des choses que j'ai observées et pour lesquelles j'ai vu un vrai impact pour toutes les agences qui les ont mises en place. Donc si je te donne ces conseils, c'est vraiment que j'ai vu leur impact sur le terrain avec des vraies agences qui signent des vraies entreprises toutes les semaines, tous les jours, en France, en Belgique, en Suisse, au Québec et ailleurs dans le monde. Alors, on y va avec le premier point. Premier point, tu devrais prospecter moins mais mieux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans les agences qui fonctionnent le mieux que j'ai pu croiser, les volumes de prospection sont assez réduits. On parle de 15 à 25 approches par semaine. De façon générale, c'est ce qui rapporte le plus de résultats. Alors qu'à l'inverse, je vois beaucoup de contenu sur YouTube et ailleurs qui conseillent de faire 100, 150, 200 approches par semaine pour couvrir un maximum d'entreprises en un minimum de temps. Ça, je suis fondamentalement contre. Selon moi, la qualité prime sur la quantité et on ne peut pas prospecter de façon qualitative 100, 150 ou 200 prospects par semaine. Pourquoi? Parce qu'une prospection qualitative, selon moi, c'est une prospection qui est personnalisée, dans laquelle on va utiliser le nom de notre interlocuteur, bien sûr, le nom de son entreprise, on va aussi sortir les informations spécifiques à lui, donc à son industrie, à ses concurrents, à sa zone géographique. On va prendre le temps de trouver éventuellement des points communs pour faciliter notre approche, des éléments de proximité pour que notre accroche soit beaucoup plus efficace. Donc en fait, une bonne approche qualitative, c'est vraiment une approche qui est construite sur mesure pour chaque prospect. Pour ça, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser la méthode AIDA. AIDA, donc pour accroche, intérêt, désir et action. C'est une très bonne matrice pour préparer ton approche de prospect. Donc l'idée, c'est d'attirer l'attention avec une phrase qui est claire et qui est simple dans laquelle tu te présentes. Tu déclenches l'intérêt en expliquant, grâce à tous les éléments de proximité qu'on a mentionnés précédemment, pourquoi est-ce que tu mérites d'être écouté. Donc tu crées de l'intérêt en démontrant des points communs, des points de proximité, etc. Ensuite, tu crées le désir avec une opportunité concrète dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais qui doit être basée sur des faits et des choses que tu as relevées spécifiquement pour ce prospect. Et enfin, tu passes à l'action avec un appel à l'action qui est sexy, qui est la proposition d'un rendez-vous, et d'un rendez-vous dans lequel le prospect a encore quelque chose à gagner, bien évidemment. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur une structure qui a toutes ses chances de conversion parce qu'elle a été finement pensée pour chaque prospect à qui on va la proposer. Quand tu fais 150 prospections par semaine, c'est impossible de faire ça, tout simplement. Mon deuxième point, c'est qu'il faut donner pour recevoir. Et là, je vais faire écho à ce que j'ai dit juste avant dans le premier point, quand je disais qu'il faut créer un désir à travers une opportunité. Et typiquement, c'est ici que ça se joue. Quand je dis qu'il faut donner avant de recevoir, c'est-à-dire que avant de demander la moindre ressource à ton client, que ce soit de l'argent si tu veux lui vendre quelque chose ou même du temps si tu veux lui proposer un rendez-vous, parce que c'est une ressource pour lui aussi, tu dois lui offrir quelque chose dès le début. Tu dois lui apporter quelque chose avant de lui réclamer quoi que ce soit. Et ce quelque chose que tu devrais lui apporter, eh bien c'est de la valeur. C'est quelque chose, par exemple une information, un contenu, qui va lui apporter une valeur et qui va générer donc une opportunité. Alors typiquement, c'est la méthode de l'audit que moi je suggère continuellement sur cette chaîne depuis des années maintenant, et celle avec laquelle tous les membres de mon coaching AGS ont des résultats. La méthode de l'audit, ça consiste à faire une analyse rapide de l'entreprise de ton prospect, que ce soit pour un site web, que ce soit pour de la publicité en ligne, du community management, peu importe. Tu vas analyser ce qu'il a déjà en place actuellement, ou voire même tu vas analyser l'absence de l'outil que tu veux vendre. Tu vas expliquer en quoi il y a un manque à gagner autour de l'absence de community management ou de l'absence de site web, par exemple. Et tu vas en faire un petit document, peut-être de 2 pages, 3 pages, 8 pages, peu importe. Un document dans lequel tu présentes, d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai mis un exemple que tu peux télécharger et modifier directement, un template Canva dans le pack prospection ci-dessous. Donc l'audit, si tu veux un modèle qui est déjà préparé et que tu peux juste modifier, c'est ci-dessous dans le pack prospection. Donc tu crées ton audit, ton analyse, et c'est avec ça que tu vas avoir ton prospect. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut pas en faire 150 par semaine, parce qu'il faut préparer les choses avant d'aller voir nos prospects. Et donc tu vas avoir ton prospect avec cet audit et tu lui montres vraiment matériellement relever des opportunités par rapport à l'idée de créer un nouveau site web, de faire de la publicité en ligne, peu importe ce que tu vends. Et donc là,
grâce à cette opportunité, tu obtiens son attention, son intérêt, et là, tu peux lui proposer un rendez-vous et lui demander une première ressource qui est son temps. Et lors du rendez-vous, tu vas amener encore plus de valeur grâce à une bonne phase de découverte où tu vas lui poser beaucoup de questions, ce qui permettra de donner des conseils encore plus spécifiques. Et là, tu pourras du coup lui proposer ton offre et lui demander une deuxième ressource qui est l'argent. Et là, tu vas pouvoir vendre. Donc on y va par étapes, mais à chaque fois, avant de demander une ressource à ton prospect, tu lui offres quelque chose, de la valeur. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet des audits, de comment créer un bon audit, donc je te la mets en fiche qui va apparaître quelque part en haut de cette vidéo. Et encore une fois, tu as le template ci-dessous dans le pack prospection. Mais c'est un point qui est vraiment important, c'est selon moi la meilleure des méthodes de prospection. Elle s'applique aussi bien en physique, au téléphone, par LinkedIn, par email, peu importe comment tu veux prospecter, la méthode de l'audit va s'appliquer et fonctionne particulièrement bien. Troisième point pour une prospection qui cartonne, il faut avoir un pricing qui est à plus de 1000 euros par mois si tu vends du récurrent ou à plus de 3000 euros si tu vends du one shot. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi je suis aussi ferme sur ces minimums de tarifs? Eh bien parce que j'ai vu sur toutes les agences et tous les freelances que j'ai pu accompagner un taux d'abandon énorme quand on est en dessous de ces pricing. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est une sorte de double effet avec le pricing. Le pricing déjà, il va avoir un impact sur toi et ton agence pour ta rentabilité et même ta motivation à aller prospecter, mais il va aussi avoir un impact sur ton positionnement et donc sur quel client ça va attirer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui sont positionnés sur des tarifs inférieurs à ça ont tendance à attirer des prospects de mauvaise qualité avec qui les rendez-vous sont compliqués. Les rendez-vous se concluent souvent par j'aimerais bien mais j'ai pas l'argent. Ou alors quand ça passe, quand la vente se fait, c'est des clients qui sont souvent beaucoup plus compliqués à entretenir, à livrer, qui sont plus demandants en termes de temps et de service après-vente. Bref, donc c'est généralement plus compliqué à la vente et à la livraison. Ça c'est la première chose qui est causée par un positionnement sur des prix bas. Et l'autre point que je remarque, c'est que forcément les gens sont moins motivés à prospecter et à continuer à prospecter quand c'est pour gagner peu d'argent à chaque vente. Quand tu te saignes pour prospecter un prospect qui va te rapporter 500 euros, forcément la motivation elle se limite vite et au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu te poses la question de est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Alors que quand on a des tarifs de plus de 1000 euros par mois quand on est en récurrent ou de plus de 3000 euros quand on fait de la prestation en une fois, one shot. Alors quand je dis one shot, c'est les services comme par exemple site web ou autres services qui se livrent en une seule fois. Donc quand tu as ce genre de tarif, non seulement tu es plus motivé à continuer la prospection parce que tu vois un impact sur ta vie, et là on va parler de façon très pragmatique, tu te rends compte quand tu vends ce genre de tarif que d'un coup tu arrives à bien te payer, à bien payer ton loyer, bien te nourrir, te payer une voiture que tu aimes bien, accumuler de la trésorerie et avoir une boîte dans laquelle de l'argent du coup rentre et permet de réinvestir dans de la croissance, dans de la pub, dans une équipe, etc. Quand on fait rentrer de l'argent, toute la façon dont on voit la situation évolue. Et on voit la vie et notre situation et notre futur complètement différemment. Donc forcément, le taux d'abandon explose quand, malgré tous les efforts, le flux entrant d'argent reste modéré. Donc ça, c'est une des grosses raisons d'abandon, je pense, d'être pas assez cher. Et l'autre point, le positionnement, donc je l'ai mentionné sur son versant négatif à l'instant, donc ça t'amène des clients un peu moins haut de gamme, on va dire. Et l'inverse est vrai. Quand tu as un pricing qui est intéressant, comme 1000 euros par mois et plus, tu vas avoir des clients qui viennent chercher de la qualité plutôt que de l'économie et qui sont là pour te faire confiance, t'acheter de la qualité, te laisser bosser, ne pas te prendre trop de temps pour que tu puisses te concentrer sur leur dossier. Et donc, non seulement la vente est plus agréable, le client est plus agréable de façon générale, et même la relation avec le client au moment de la livraison va être plus agréable et plus fluide parce que le client va décider de te faire confiance parce qu'il se dit qu'il a investi en toi pour ça. Et puis par nature, les clients qui ont plus d'argent à investir sont des clients qui font plus d'argent de base et donc sont plus occupés, donc ont moins de temps à t'accorder à toi pour regarder au-dessus de ton épaule comment tu bosses sur leur site web. Donc vraiment, je vois un impact énorme sur le pricing que tu appliques et les montants que je t'ai donné là, c'est un petit peu, on va dire un indice, on va dire une bonne moyenne de ce que je remarque comme étant le game changer. En dessous de 1000 euros ou plus de 1000 euros par mois et en dessous de 3000 euros pour du one shot et plus de 3000 euros pour du one shot. C'est vraiment on va dire les montants à garder en tête. Quatrième point pour une bonne prospection, renseigne-toi systématiquement sur toutes les industries que tu vas aller prospecter. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si demain tu vas prospecter un hôtel et puis après-demain tu vas prospecter un traiteur et le jour d'après tu vas prospecter un paysagiste, eh bien à chaque fois, avant d'aller prospecter, prends le temps de te former sur l'industrie en elle-même pour comprendre quels sont leurs tenants et aboutissants, quels sont leurs challenges, leurs défis, leurs objectifs et aussi leur vocabulaire spécifique. Donc ce que je vais te donner comme exemple, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est un monde que je connais bien, je me suis niché là-dessus, donc je me suis renseigné sur ce qu'est l'hôtellerie, comment ça fonctionne, comment pense un hôtelier, comment parle un hôtelier. Et tu découvres très vite qu'ils ont des vocabulaires bien spécifiques. Un hôtelier, sur son site web, veut des réservations en direct. Un hôtelier veut éviter de passer par Booking.com ou Expedia parce que ça leur coûte des commissions énormes sur chaque nuit qui est vendue. Et ces plateformes-là, on les appelle des OTA. Ok, donc là, je vous lâche les informations comme ça, mais c'est pour dire que derrière, quand je vais voir un hôtelier, alors que mon concurrent, par exemple, qui va y aller aussi, lui est généraliste, il va dire, je vous augmente vos ventes. Moi, je vais pouvoir aller voir l'hôtelier et lui dire, je vais augmenter vos réservations en direct pour que vous payiez moins de commissions
à des OTA. J'ai juste pris 30 secondes pour trouver le bon vocabulaire, mais mon offre va avoir beaucoup plus d'impact que mon concurrent qui est généraliste parce que j'ai fait mes recherches. Alors, avant, c'était assez chiant de trouver ces informations-là parce qu'il fallait parler justement à des représentants de l'industrie, faire des grosses recherches, etc. Aujourd'hui, vous avez l'IA, tout simplement. Allez dans ChatGPT, Claude ou ce que vous voulez et créez-vous un assistant de prospection et vous lui dites tu seras mon assistant pour toutes mes prospections et pour chaque prospection, je veux connaître donc les challenges, les défis, le vocabulaire important pour pouvoir approcher correctement mes prospects et avoir des propositions de valeur qui sont personnalisées. Donc par exemple dans l'immobilier, on va parler de mandat, dans le BTP, on va parler de chantier, dans l'hôtellerie, on va parler de réservation en direct et ainsi de suite. Et donc tu dis à ton IA, donc je veux qu'à chaque fois que je vienne te voir, je vais te donner un nouveau secteur d'activité, tu me sors les informations dont j'ai besoin pour réussir ma prospection. Et là, en moins de 10 minutes par nouvelle industrie, tu vas savoir comment tu dois t'adresser à ton prospect et tu vas drastiquement augmenter l'impact de ta proposition de valeur alors que tu vas simplement t'être renseigné sur une IA qui va te coûter 20 balles par mois. Donc ça, c'est vraiment pas grand chose, mais ça a un impact énorme sur ta prospection et même sur ta confiance en toi. Parce que tu sais qu'en faisant ça, en changeant ton vocabulaire selon ton prospect, tu vas gagner des points par rapport à tous tes concurrents, ce qu'on appelle la démarcation. Ça va vraiment mettre une distance entre eux et toi et il sera bien mieux reçu, bien plus écouté. Et on parlait de la structure AIDA un peu plus tôt où on doit créer de l'intérêt. Typiquement quand on approche un prospect et qu'on veut créer de l'intérêt, utiliser un vocabulaire spécifique de son industrie va déclencher davantage d'intérêt que le concurrent qui va appeler pour prospecter. Donc c'est vraiment un game changer. Cinquième point, dans ta prospection, il faut que tu aies des preuves de confiance et que tu les diffuses en masse. Ce que je veux dire par là, c'est que alors, les preuves de confiance, j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur comment créer une offre irrésistible. La vidéo va apparaître en haut. Je te la conseille aussi si tu es en mode prospection. Une preuve de confiance, c'est un témoignage, un avis client, un portfolio, un exemple de réalisation, une étude de cas, ce genre de choses. Alors moi, ce que je te conseille, c'est bien sûr de les récupérer, de créer ce genre de preuves de confiance, mais pas seulement de les avoir et de les mettre quelque part sur ton site web, c'est déjà bien, mais aussi de les diffuser volontairement vers ton client. Par exemple, nous, quand on fait un devis avec Vauclair, mon agence, eh bien, on envoie une proposition et puis dans la proposition, il y a aussi les études de cas, il y a aussi des témoignages. En fait, partout où on va communiquer, on va y mettre des preuves de confiance pour montrer ce qu'on sait faire. Donc partout où on communique avec un client, on y ajoute les preuves de confiance. Même si tu envoies un mail, donc ton devis par email par exemple, ou si tu envoies ton audit par email, tu peux y mettre en dessous une deuxième pièce jointe avec nos études de cas ou nos réalisations. L'idée, c'est vraiment de pousser la preuve de confiance pour être sûr que le prospect le voit à chaque fois. Alors, si tu es là et que tu as déjà des clients, bon, ok, c'est bien, tu vas pouvoir le faire, collecter tes preuves de confiance et les envoyer à tes prospects. Par contre, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore eu de client, là, ça se corse parce que tu te dis, ok, c'est important, mais moi, j'en ai pas. Alors, je vais te conseiller deux choses. Alors, une première dont je suis pas forcément fan, mais il faut avouer que ça marche. Et mon coach américain, Alex Hormozy, il en parle souvent comme étant la solution. C'est de bosser gratuitement pour quelques clients de façon à avoir un portfolio qui se remplit et avoir des témoignages clients. Donc, tu bosses gratuitement en disant bien que, attention, je fais tout gratuitement pour toi. Par contre, je vais te mettre vachement en avant et je veux un témoignage écrit, vidéo de ta part et je ferai une étude de cas sur ce que j'aurais fait pour toi. Donc ça, c'est une possibilité. Ça prend un peu de temps, donc il faut pouvoir le faire, puis il faut avoir les personnes sous la main pour le faire. Et bizarrement, quand on va avoir des prospects comme ça dans la rue, ils vont pas tous accepter qu'on bosse gratuitement pour eux parce que souvent c'est plutôt signe d'une mauvaise qualité si c'est gratuit. Donc il y a peu de boîtes qui accepteront d'avoir un site web gratuit ou autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais avec vos proches, à la limite, ça pourrait marcher. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est un peu moins efficace, mais c'est de créer de faux sites web entre guillemets. Donc vous vous amusez à créer plein de sites web et à en faire un portfolio. Par contre, les témoignages, vous en aurez pas, vous aurez juste des réalisations. Donc ça, c'est une première option dont je suis moyennement fan. Et la deuxième option que j'aime bien, que là pour le coup j'aime bien, c'est les partenariats. C'est d'aller trouver des agences, des freelance partenaires qui eux ont des preuves de confiance, eux ont des portfolios et sont prêts à vous les partager en échange d'un partage des bénéfices et de s'occuper de votre production. Donc par exemple, vous allez vendre un site web ou une campagne Google Ads en utilisant le portfolio d'un partenaire qui a déjà du succès là-dedans et c'est ce partenaire qui va livrer pour vous ce client-là, ce qui fait qu'on ne ment pas au client et vous, ça vous permet de garder une marge quand même sur le dossier parce que vous gardez un 40-50% sur la prestation, même si c'est sous-traité. Donc le prestataire vous prête le portfolio et fait de l'argent. Le client a son résultat livré par la personne à qui appartient le portfolio, donc tout est bien éthique et vous récupérez de l'argent tout en faisant vos premières vraies ventes que vous pouvez vous approprier et vous bâtissez votre propre portfolio grâce à ça. Ok, donc ça c'est le partenariat, je pense que c'est la méthode la plus rapide en tout cas de passer en mode vente avec un portfolio
tableau et des preuves de confiance. Bon, en tout cas, l'important, c'est de vous créer des preuves de confiance rapidement et de surtout les diffuser à vos prospects, que ce soit avant le rendez-vous, pendant le rendez-vous, vous les mentionnez, et même après le rendez-vous quand vous envoyez le devis, mais spammez votre prospect avec des preuves de confiance pour bien lui rappeler que vous êtes digne de confiance et qu'il devrait accepter de travailler avec vous. Sixième point qui va être très rapide mais qu'il faut que je mentionne parce que c'est une erreur que je vois trop souvent. Quand tu prospectes, tu dois savoir vraiment à qui tu t'adresses. Donc tu dois avoir en tête le nom, et idéalement même le visage de la personne à qui tu veux parler. Si jamais tu fais du physique, c'est bien d'avoir le visage en tête. Si c'est par téléphone ou par email ou LinkedIn, c'est pas grave, le nom peut suffire. Donc tu veux savoir le nom exact de la personne spécifique à qui tu veux parler et ses coordonnées spécifiques. On évite à tout prix, enfin c'est pas juste qu'on évite, c'est on ne fait pas de prospection en envoyant des mails avec marqué monsieur, madame responsable de la direction ou vous voyez ce genre de choses. Ça c'est banni de la prospection. Il nous faut le nom de la personne à qui on veut parler, son rôle, son titre dans la boîte pour savoir pourquoi c'est cette personne-là qu'on veut parler. Ça peut être le ou la PDG, mais ça peut aussi être la personne à la direction du marketing, la communication, des ventes, enfin voilà. Il y a plein de personnes qui peuvent être intéressantes pour nous en interne pour la prospection. C'est pas forcément les big boss qui sont les plus importants pour nous. L'important c'est d'avoir quelqu'un qui peut avoir un rôle de décisionnaire dans la boîte lié au marketing ou à la vente. Et on veut avoir ses coordonnées directes. Donc c'est-à-dire qu'on va éviter autant que possible d'appeler les standards téléphoniques et on va carrément éviter d'envoyer des mails à des adresses genre info ou contact. On va vraiment jouer sur les 06, les 07, les postes. Donc quand vous appelez le numéro de la boîte, le poste spécifique de la personne, son email spécifique. Et pour ça, on peut faire des recherches sur internet, sur LinkedIn, etc. On peut le trouver relativement facilement. Ou au pire, utiliser des outils comme Full Enrich, Casper, et ce genre de choses. Mais voilà, faut vraiment savoir à qui on s'adresse et avoir un canal direct vers cette personne. Et là, on explose le reach vers les décideurs. Et en fait, ce qui est important, c'est pas seulement le nombre d'approches qu'on fait par semaine, c'est le nombre de décideurs atteints. Moi, dans les coachings AGS, c'est toujours les questions que je pose, c'est combien d'approches tu as fait cette semaine. Sur ces approches, donc par exemple une vingtaine d'approches, combien de décideurs tu as atteint, à combien de personnes tu as pu parler. Donc, par exemple 10, ok, 50% de reach réel de décideurs. Et sur ces 10 décideurs, combien ont accepté ta proposition de rendez-vous. Et en fait, on se rend compte que la grosse variable importante, c'est est-ce que j'arrive à parler aux décideurs. Parce qu'après, le taux de conversion, il sera jamais complètement mauvais. Vous aurez toujours quelques rendez-vous sur les gens à qui vous parlez. Le vrai problème, c'est de réussir à parler aux bonnes personnes. Et pour ça, ça se prépare, ça s'anticipe avec les bonnes recherches. Septième point, crée-toi un site web, ça peut même être un one page, qui va t'aider à vendre et à convertir tes prospects parce qu'il doit être construit comme une page de vente. Donc en gros, crée-toi un site web qui vend à ta place. L'idée, c'est que vos prospects, quand vous les approchez, ils vont faire une recherche inverse vers vous. Ils vont regarder qui vous êtes avant de vous répondre. Ils ont peut-être vu votre message LinkedIn, votre mail, peu importe. Ils ont peut-être aussi écouté ce que vous aviez à dire au téléphone ou en physique. Mais avant votre rendez-vous ou avant de vous répondre, ils vont regarder qui vous êtes et si vous êtes digne de confiance. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est regarder si vous avez un site web et regarder si vous avez un profil LinkedIn. C'est les deux premiers réflexes de vos prospects. Donc faites en sorte, déjà au niveau du site web, d'avoir un site web qui convertit, qui est optimisé comme une page de vente pour convertir. Donc sur votre site web, on doit y retrouver votre proposition de valeur, des preuves de confiance, etc. Je vais pas aller dans le détail parce que j'ai fait une vidéo entièrement là-dessus. Elle va apparaître encore une fois en haut de l'écran. Je vous fais plein de références aujourd'hui parce que j'ai créé des vidéos là-dessus, donc autant vous les partager. Dans cette vidéo qui va apparaître, je vous ai partagé toutes les clés pour un site web idéal et optimal pour une agence. Foncez voir, c'est une vidéo qui a beaucoup plu, qui a bien marché, donc je pense que les conseils vous plairont. Donc foncez voir, c'est important d'avoir un site web qui convertit à votre place. Vous allez, quand vous prospectez, vous générez de la découverte, les gens, les prospects vous découvrent, derrière il faut de la conversion et votre site web va servir à ça. En vrai, il faut surtout pas que tu te dises que ton prospect, il va se contenter de ce que tu lui envoies lors de l'approche. Il va faire ses propres recherches, donc anticipe ses recherches en préparant le terrain et en mettant en ligne ce que tu veux qu'il trouve. Et du coup, ça nous amène au point numéro 8 qui est très connecté à ça. Fais-toi un profil LinkedIn optimisé pour la conversion. Et là, un truc où je vais être très clair, c'est que pour moi, un bon profil sur les réseaux, c'est pas un profil qui génère des découvertes, qui fait que tu vas te faire découvrir par plein de nouveaux prospects. Pour moi, un bon profil sur les réseaux, pour un freelance, pour une agence, c'est un profil sur lequel on va mettre toutes les informations qu'on peut pas mettre ailleurs et qui permettent de convertir. Donc par exemple, les contenus qui vont permettre d'éduquer le prospect. Parce que sur le site web, on doit être concis, on doit partager nos informations de façon claire, aérée, visuelle, et on va partager principalement des preuves de confiance pour le faire passer à l'action. C'est compliqué en fait de venir l'éduquer sur un site web, et puis les gens lisent pas trop les blogs. Alors que on sait qu'ils vont aussi visiter votre profil LinkedIn. Donc s'ils vont sur ton LinkedIn, qu'est-ce qu'ils trouvent? Est-ce qu'ils trouvent des posts qui sont un peu putaclic juste pour générer de la viralité, ou est-ce qu'ils vont tomber sur des posts que tu vas rédiger pour convertir? Donc des posts où tu vas expliquer ton métier, ton expertise, humaniser ton agence, partager un peu les coulisses, partager des études de cas, tu vois, des posts qui vont apporter de la valeur. Moi, c'est ce que je te conseille. Je te conseille vraiment d'avoir une stratégie de contenu, notamment sur LinkedIn, qui est pensée
pour que quand quelqu'un vient la visiter après une prospection, il y trouve le contenu dont il a besoin pour convertir. Donc typiquement, tu peux même faire des posts qui anticipent des objections. Par exemple, c'est quoi le bon délai de livraison d'un site web? Et pourquoi c'est important de travailler avec quelqu'un qui va peut-être 1 mois ou 2 à vous livrer et pas 3 jours, même si ça paraît sexy, faut fuir ce genre de truc. Pourquoi vaut mieux investir 2000 à 5000 euros dans un site web plutôt que 500 euros? Je dis des conneries, mais ça peut être des sujets de posts qui viennent anticiper et lever d'avance des objections potentielles que tu as l'habitude de recevoir en rendez-vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser, je lis au point précédent, c'est d'optimiser ton site web pour la conversion, notamment pour la preuve de confiance, mais aussi ton LinkedIn pour éduquer ton prospect, pour l'aider à prendre sa décision et aussi pour anticiper ses objections. Avec ça, tu vas avoir une présence web, un écosystème en ligne qui va venir convertir les prospects que tu vas générer avec ta prospection. Ce qui nous amène au 9e point qui là aussi quelque part est lié à ça. N'arrête jamais d'éduquer ton prospect. En fait, tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ton prospect. On a beau essayer de le savoir en lui posant des questions, en faisant des phases de découverte, en levant des objections, on ne sait jamais vraiment ce que le prospect pense et quels sont ses doutes et quelles sont ses réflexions du moment. Est-ce qu'il s'est renseigné de son côté avant de nous rencontrer ou depuis notre rendez-vous, est-ce qu'il s'est renseigné auprès d'autres concurrents? Bref, on ne sait pas ce qu'il a en tête. Donc, comme on ne sait pas ce qu'il a en tête, on ne sait pas quelle est l'information qui va lui permettre d'accepter notre proposition. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de toujours éduquer à fond ton prospect. Et ça connecte aussi avec le point sur le fait de donner avant de recevoir. Quand je dis éduquer ton prospect, ça veut dire créer du contenu spécifique, d'expertise, du contenu d'études de cas et transmettre ça au prospect à toutes les étapes du cycle de vente. Ce que je veux dire par là, c'est tu fais du contenu donc au moment de la prospection comme on l'a vu juste avant, mais aussi quand tu vas le contacter, quand tu le follow-up, quand tu lui fais des relances parce qu'il ne te répond pas pour obtenir un rendez-vous, ben là tu peux lui renvoyer du contenu supplémentaire dans tes relances. Donc au lieu de faire des relances en mode coucou, est-ce que tu as vu mon premier message, fais une relance en mode bonjour monsieur machin, je vous avais envoyé un audit l'autre jour concernant votre site web. J'y avais mentionné qu'il n'était pas responsive design, donc qu'il marchait pas sur les mobiles. Voici un article que j'ai rédigé sur pourquoi est-ce qu'un site web doit être responsive et l'impact que ça peut avoir sur vos ventes. Et là tu lui mets le lien vers ton article LinkedIn que tu as, ou ton post LinkedIn que tu as rédigé 1, 2, 3 ou 8 semaines avant. Donc vraiment, on envoie toujours plus de contenu. Donc ça peut être pendant l'approche, ça peut être dans le follow-up, donc dans les relances après l'approche, ça peut être aussi pendant le rendez-vous. Donc pendant le rendez-vous, n'hésitez pas à donner des ressources à votre prospect, à lui amener de l'information, à montrer que vous avez une expertise. Quand vous envoyez le devis, alors le devis, on l'accompagne de preuves de confiance comme on l'a dit, et éventuellement des fois, il faut qu'on relance pour avoir une réponse au devis. Et ben là aussi, dans les relances, envoyez du contenu, de quoi éduquer votre prospect pour l'aider à prendre sa décision. Donc là, jusqu'à maintenant, peut-être que ça vous paraît logique tout ça, mais je vais vous amener à un autre point qu'on entend un peu moins. Même quand vous avez signé votre prospect et que vous êtes en train de le livrer, continuez de l'éduquer. Pourquoi? Parce que c'est en éduquant votre client, même après l'avoir signé, que vous allez le sensibiliser sur d'autres thématiques et pouvoir lui faire des recommandations qu'il va mieux comprendre après avoir été éduqué sur les sujets que vous allez aborder dans vos recommandations. Et donc, c'est ce qui va vous aider à faire des upsells. En gros, votre client, si vous l'éduquez à fond sur les sites web, que vous le sensibilisez à fond sur les sites web, vous avez réussi à lui vendre un site web, bravo. Mais si vous l'éduquez pas sur le community management ou Google Ads ou autre, eh bien, il n'acceptera probablement pas votre proposition d'upsell, donc votre vente supplémentaire 3 mois plus tard pour faire du Google Ads. Alors que si, pendant votre livraison du site web, vous lui envoyez des articles sur Google Ads, des posts LinkedIn que vous avez rédigés, des études de cas, etc., vous commencez à le sensibiliser à ce qu'il comprenne ce qu'est Google Ads, l'impact que ça pourrait avoir pour lui, et quand vous lui proposez 3 mois plus tard, bah là, vous augmentez drastiquement vos chances qu'ils vous disent oui. Donc l'éducation du prospect, c'est super important. On appelle ça le nurturing aussi. C'est le nurturing, donc l'idée de faire grandir le prospect avec du contenu qu'on va lui donner de façon régulière. 10e point pour tout exploser avec tes prospections, c'est d'analyser tes approches et tes rendez-vous. Donc ça veut dire les enregistrer, par exemple avec le dictaphone sur ton iPhone ou enregistrer ta visio si c'est en visio, ou alors avoir un outil comme par exemple Plode qui est un petit appareil qui permet d'enregistrer tes conversations et analyse-les. Donc quand j'y analyser, ça veut dire les écouter, déjà et réécoute tes propres approches et tes propres calls et tes rendez-vous aussi, même en physique, hein, le téléphone dans la poche en mode dictaphone, les réécouter déjà pour comprendre ce que tu as fait de bien ou de moins bien, et même pour tes notes c'est intéressant, mais également les analyser dans le premier sens du terme avec l'IA. Demander à l'IA par exemple d'analyser le transcript de ton rendez-vous, ou alors si tu utilises un outil comme le Plode dont je parlais, Plode c'est un petit appareil que tu peux mettre sur la table ou à l'arrière de ton iPhone et qui va venir enregistrer la conversation, et dedans il y a une IA qui te fait le transcript de la conversation et une analyse, et même la to-do list, si jamais il y avait un meeting avec des tâches à faire, il y a la to-do list qui en ressort, et tu peux lui demander de te dire par exemple, dis-moi quels sont les pourcentages de temps de parole entre le client et moi, ce qui a été mentionné, les points de douleur du client, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Après derrière tu peux te faire challenger par l'IA pour venir
t'auto-analyser, t'auto-corriger sur ce que tu as fait en rendez-vous ou en approche. Et en fait, il faut vraiment comprendre que l'analyse, la réécoute et l'autocorrection, c'est vraiment la recette de l'excellence. La seule façon d'être excellent dans quelque chose, c'est de pratiquer et de s'autocorriger volontairement, donc vraiment de chercher volontairement par soi-même où est-ce qu'on a raté quelque chose pour venir faire une nouvelle itération, un nouvel essai, on va le faire mieux. Et c'est en faisant ça tous les jours qu'on devient excellent ultra rapidement. Et tous ceux que j'ai vu devenir excellents en prospection font systématiquement ça. Ils s'enregistrent, ils s'écoutent, ils s'analysent et ils recommencent. Et au final, tu vois, aller chercher une compétence profonde, une excellence dans la vente et dans la prospection, ça vaut 1000 fois plus que d'essayer de trouver le script miracle qui de toute façon n'existe pas. Donc vraiment, juste entraîne-toi, pratique-toi, analyse-toi, autocorrige-toi et tu vas exploser tes résultats. 11e point, utilise mon outil le filtre en or pour sélectionner les meilleurs prospects, ceux qui ont le plus de potentiel. Donc plutôt que de prospecter toutes les boîtes autour de toi, donc d'aller sur Google Maps, de noter les 25 entreprises qui t'entourent et d'aller toutes les voir, va plutôt voir toutes les entreprises de ta ville et relève seulement celles qui correspondent au filtre en or. Alors le filtre en or, il a pas mal de critères dont je parle dans mon coaching AGS notamment, mais il y en a 3 principaux. Le premier critère, c'est le potentiel économique, donc est-ce que l'entreprise a les moyens de se payer mes services. Le deuxième, c'est le besoin, est-ce que mon service va avoir un impact profond pour ce prospect. Et le troisième, c'est le problème, est-ce que l'entreprise a un problème que je peux corriger avec mon service. Je donne un exemple. Le potentiel économique, si tu vends des sites web à 3, 4, 5 000 euros, moi je te conseille d'aller voir des boîtes qui font au moins 200, 250 000, 300 000 de chiffre d'affaires annuel minimum. Si tu vends des services à 2 000 euros par mois, tu te dis je vais plutôt aller voir des boîtes qui font 750 000 ou 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires. Donc c'est juste de t'établir un chiffre d'affaires minimal en dessous duquel on va pas prospecter l'entreprise. Le besoin, lui, c'est est-ce que l'entreprise se sert déjà aujourd'hui du service que je vends et donc aurait plus de résultats si je lui vendais une meilleure version. Exemple tout simple avec le site web encore une fois, je vais pas avoir une boîte qui ne se sert pas de son site web aujourd'hui. Je vais aller voir une boîte qui a déjà un site web probablement et qui est obsolète, qui est mal fait, qui marche pas sur mobile ou voilà, qui est moche, je sais pas, peu importe. Et je vais aller voir l'entreprise pour lui proposer un meilleur site web pour augmenter ses résultats. Donc je vais pas aller voir une entreprise qui s'en fout de son site web. Je vais aller voir une entreprise qui a déjà un site web, qui lui sert déjà dans sa vente au quotidien, dans son cycle de vente, de façon à ce que si je lui amène un meilleur site web, converti mieux, qui se référence mieux, et forcément, vu qu'il a déjà un impact sur son cycle de vente, son site web actuel, je vais simplement augmenter cet impact dans le bon sens. Et donc, vu que ça a un impact sur son cycle de vente, ça aura un impact sur ses ventes, sur son retour sur investissement. Et donc, je serai un retour sur investissement. Pour la faire simple, je vais avoir des boîtes qui vont vraiment servir de mon service pour gagner plus d'argent. Et comme ça, je deviens un retour sur investissement. Et enfin, le problème, quand je dis problème, c'est le côté technique. C'est-à-dire que j'ai beau trouver une boîte qui a le chiffre d'affaires, une boîte qui a besoin de son site web ou besoin de Google Ads ou besoin de community management, si elle a pas un vrai gros problème que je peux régler, genre si son site web est pas vraiment nul ou n'est pas vraiment impossible à ouvrir sur un mobile, ou si son community management n'est vraiment pas pourri, voilà, je veux vraiment qu'il y ait un problème évident à régler avant d'aller les prospecter. Je suis pas là pour vendre juste le petit 10% de plus d'optimisation, c'est pas ce que je vais rechercher. Je vais vraiment voir des boîtes qui ont un problème évident, qui ont le potentiel économique, le besoin et un problème. Et là, j'ai les feux verts pour prospecter l'entreprise en question. Et enfin, le 12e et dernier point que je voulais te partager aujourd'hui, qui est selon moi super important parce que c'est une erreur que je vois très souvent et c'est souvent un commentaire que je vois en dessous de mes vidéos YouTube ou des questions que je reçois. Alors, je vais te formuler la question que je reçois souvent pour t'apporter mon conseil. La question que je reçois, c'est: j'ai un problème, je veux vendre des sites web, mais toutes les boîtes qui correspondent à ton filtre en or et qui font plus de 300 000 de chiffre d'affaires, elles ont déjà un site web. Oui. Mais justement, mon conseil ici, mon 12e et dernier conseil, c'est de ne pas chercher un client qui n'a rien, mais de chercher un client qui veut mieux. Donc, en gros, ce que je veux dire ici, ça rejoint un peu la notion de besoin qu'on a vu dans le point numéro 11, c'est que si tu cherches que des entreprises qui font 300 000, 500 000 de chiffre d'affaires, mais qui n'ont pas de site web, ça va être très compliqué à trouver, parce que la plupart des boîtes qui font 300 000, 400 000, 500 000, c'est qu'elles ont travaillé pour en arriver là. Elles ont déployé des efforts, et notamment la création d'un site web probablement. Le truc, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui ont atteint donc les 500 000 avec un site web, qu'elles ont créé quand elles ont démarré ou quand elles faisaient à peine 50 000 par an. Enfin, vous voyez l'idée, un site web qu'elles ont fait il y a longtemps ou qu'elles ont fait à une époque où elles avaient peu de moyens, qu'elles ont fait avec des économies ou qui est devenu obsolète entre temps. Et ça, c'est nos clients idéaux. On veut voir des boîtes qui ont déjà un site web ou qui font déjà du Google Ads ou qui font déjà du community management, mais qui le font mal ou parce qu'elles avaient peu d'argent à y investir à l'époque et aujourd'hui elles ont l'argent pour investir là-dedans correctement, ou alors parce qu'elles l'ont fait il y a longtemps et que c'est devenu obsolète entre temps. En fait, le truc à retenir, c'est que votre meilleur client, le client idéal pour vous, c'est le client qui a déjà ce que vous voulez lui vendre, mais vous allez lui livrer mieux que ce qu'il a actuellement. Donc simplement, vous allez lui livrer la même chose, mais en mieux, qui va donc générer davantage de résultats
forcément qui va avoir un plus gros impact sur son cycle de vente et donc va avoir un meilleur retour sur investissement. C'est pour ça que toutes les boîtes qui grossissent, qui prennent une croissance assez rapide, elles changent leur site web tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, parce que le site web évolue avec leur image de marque, avec leurs attentes, avec leurs objectifs. Pareil pour les campagnes Google ou Meta. Au début, vous bossez tranquille sur Google Ads avec un prestataire qui vous prend 300 balles par mois, qui fait pas grand chose pour vous. Et puis après, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien investir 10 000 balles par mois dans Google Ads plutôt que 500 balles par mois parce que je vois que ça me rapporte des résultats, mais j'aimerais accélérer. Bon bah là, je vais peut-être pas bosser avec le gars qui me demandait 250 par mois. Je vais peut-être trouver un prestataire un peu plus sérieux qui va me demander 1000 ou 1500 par mois et qui va me gérer correctement mon budget. Et puis le jour où cette entreprise-là, elle veut investir 100 000 par mois avec Google Ads, elle va peut-être se dire, bon, bah, il est sympa le gars qui s'occupe de moi actuellement pour 1000 ou 1500 balles par mois, mais peut-être que je devrais travailler avec une agence un peu plus sérieuse qui a une bonne réputation, qui a une grosse expertise sur mon industrie et donc ils vont aller payer 5000 ou 8000 balles par mois d'honoraires une agence pour gérer les 100 000, 150 000 par mois de budget pub. Tu vois, c'est un peu ce parcours-là qu'ont les entreprises avec le marketing. Et donc, nous, notre idée, c'est d'être, par exemple, l'étape numéro 2, donc la fameuse agence, le consultant, le freelance ou l'agence qui va arriver en deuxième étape et qui va venir récupérer une entreprise qui a déjà fait la première étape avec un autre prestataire il y a longtemps ou qui est plus pleinement satisfaite et qui est prête à accélérer vers une deuxième étape. Donc, le but, c'est vraiment de trouver des clients qui veulent mieux. Et à partir de là, on va se rendre compte que le marché est énorme parce qu'il y a énormément de PME qui ont des sites web ou des campagnes ou des présences web qui sont vraiment obsolètes et qui datent d'il y a longtemps et qui méritent d'être revus de A à Z. Bon, j'ai parlé assez vite dans cette vidéo parce que j'ai voulu te partager ces 12 points assez rapidement pour protéger ton temps, mais comme je tenais à te partager tout ça, dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Encore une fois, si tu veux de l'aide dans ta prospection, il y a le pack prospection qui est juste ci-dessous. Également, le lien pour réserver un appel avec mon équipe et moi-même. On pourra t'aider dans la construction de ton offre et dans ta méthode de prospection, donc n'hésite pas à le réserver ci-dessous. Si tu as aimé les conseils que j'ai évoqués dans cette vidéo mais que tu veux les approfondir, je t'ai mentionné pas mal d'autres vidéos que tu peux aller voir. Je te les recommande aussi. Et évidemment, tu peux aller parcourir un peu le feed de ma chaîne parce que depuis 6 ans, je fais des vidéos sur ces thématiques-là. Ça fait des années que je partage plein de conseils liés à la prospection et à la vente de tes services, surtout dans le monde du marketing, donc la vente de publicité en ligne, de sites web, de community management, etc. Donc il y a forcément plein de vidéos qui pourraient potentiellement t'intéresser. Fonce voir ça, abonne-toi si tu as aimé et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.